Ce que je vais partager ici s'adresse d'abord à celles et ceux qui découvrent tout juste la pleine conscience et qui souhaitent l'aborder avec douceur, sans se sentir dépassés. Mais ce message s'adresse aussi à des personnes expérimentées, qui pratiquent la méditation depuis des années, qui peut-être même l'enseignent, tout comme le yoga, et qui pourtant ne savent pas toujours comment expliquer à leurs élèves ou à leurs proches l'impact réel de la pleine conscience sur le cerveau et le corps. Il faut dire que notre compréhension du cerveau humain a profondément évolué. Aujourd'hui, les découvertes scientifiques sont parfois stupéfiantes. Le cerveau est un organe fascinant, pas plus important que le reste du corps. Mais grâce aux technologies modernes, nous savons désormais que la méditation de pleine conscience a une influence claire et directe sur certaines zones cérébrales. Ce que propose cette pratique, c'est un retour à un état de calme intérieur, une pause dans le tumulte quotidien. Nous avons souvent le sentiment que tout va trop vite, et même si nous en avons conscience, prendre le temps de ralentir, de respirer, de retrouver un peu de paix semble presque inutile dans notre société obsédée par la vitesse. Pourtant, ces moments de régénération sont essentiels. Notre monde ne comprend pas encore que l'être humain a besoin, certes, de périodes d'intensité pour affronter les défis et les responsabilités, mais qu'il a aussi besoin de plages de repos. Sans cet équilibre, nous souffrons, et notre entourage également. Nous devenons plus tendus, plus réactifs, moins présents. Pour mieux comprendre d'où vient cette sagesse, revenons environ 2100 ans en arrière, dans la Grèce antique, à l'époque d'Hippocrate. À cette époque, certains médecins avaient fait une découverte étonnante. Ils avaient observé que la parole, le simple fait de dialoguer avec les patients, pouvait avoir un effet curatif. Selon eux, il existait en chacun de nous, en particulier chez les personnes malades, une force intérieure capable de transformation, mais qu'il fallait savoir éveiller. Tous les médecins n'avaient pas ce don, mais ceux qui, par leurs mots, parvenaient à susciter un bouleversement intérieur, déclenchaient une énergie de guérison insoupçonnée chez leurs patients. À peu près à la même époque, dans une ville du nord de l'Inde, d'appeler Kapilavastu, proche de l'actuel Népal, naît un enfant. Il est issu d'une famille royale, celle des Shakya, et dès sa naissance, il semble entouré d'une aura particulière. Cet enfant, c'est Siddhartha Gautama, un jeune prince élevé dans le confort et à l'abri des difficultés de la vie. Dans son palais, il est protégé de tout ce qui pourrait troubler son esprit. La souffrance, la vieillesse, la maladie ou la mort lui sont étrangères. Pourtant, un jour, son regard croise celui d'un mourant, puis d'un malade, puis d'un vieillard. Ces rencontres, simples en apparence, provoquent chez lui un bouleversement intérieur profond. C'est là que commence un questionnement essentiel. Il réalise que l'existence humaine est marquée par la douleur. Bien sûr, cela semble évident à première vue, mais ce que découvre le prince va plus loin. Il ne s'agit pas seulement du mal physique, mais de ce que l'esprit ajoute à cette douleur naturelle. Prenons un exemple. Imaginons un professeur qui, à cause d'un virus, perd momentanément la voix. Il doit pourtant continuer à parler en public, donner des cours. Le mal de gorge est réel, c'est une gêne physique, mais voilà que son esprit s'emballe. Tu ne vas pas pouvoir assurer, personne ne t'entendra, tu vas échouer. C'est ce récit mental qui constitue la véritable souffrance. Siddhartha aperçut que l'être humain a une étrange tendance à amplifier ce qu'il vit déjà. Il pressent qu'il y a quelque chose dans notre façon d'interpréter le monde qui rend la douleur plus difficile à traverser,
qui aggrave les maladies, qui rend la vieillesse plus pesante, les pertes plus insupportables. Mais à ce moment-là, il ne sait pas encore ce qu'est exactement ce mécanisme. Il n'a fait qu'entrevoir un mystère intérieur. On le connaît aujourd'hui comme le premier être éveillé, le prince Sakyamuni, que l'on nomme Bouddha. En sanskrit, Bouddha signifie justement celui qui s'est éveillé. Un jour, alors qu'il sortait d'un bois, il croisa un paysan. Intrigué par sa présence rayonnante, l'homme lui demanda « Es-tu un dieu ?» Et il répondit simplement « Je suis un être éveillé. » Ce qui est fascinant, c'est ce que disait Bouddha sur l'enseignement. Si tu veux guider les autres, commence par te redresser toi-même. Quelle vérité profonde! Il est si simple de pointer les défauts chez les autres, de remarquer leur manque, de souligner leur manque d'attention à notre égard. Mais il est tellement plus difficile de reconnaître ce qui ne va pas en soi. Et même quand quelqu'un nous le fait remarquer, nous avons tendance à résister. On dit souvent « dis-moi la vérité », mais au fond, très peu sont prêts à l'entendre vraiment. Imagine que tu es au restaurant et le chef passe à ta table. Il te demande si le plat t'a plu, mais sans attendre ta réponse, il repart aussitôt. Et maintenant, imagine un autre scénario. Le chef vient, te demande ton avis, tu réponds poliment que c'était bon, et là il insiste, vraiment curieux de savoir s'il y a quelque chose qu'il pourrait améliorer. Ce chef ne cherche pas des compliments, mais une occasion d'évoluer. Il ne prend pas la critique comme une attaque, mais comme une chance de grandir. Et c'est là le point essentiel. Il est bien plus facile de repérer ce que les autres devraient en changer que de voir ce que nous avons à transformer en nous-mêmes. Vers la même époque, en Chine, une autre figure spirituelle majeure voit le jour, Lao Tse. Il écrira un ouvrage d'une profonde sagesse, le Tao Te Ching, un texte poétique et philosophique. Et parmi ces paroles intemporelles, il y a cette réflexion puissante. Si tu es triste, c'est que tu vis dans le passé. Si tu es angoissé, c'est que tu te projettes dans l'avenir. Si tu es en paix, c'est que tu habites pleinement le présent. Lorsque notre esprit retourne vers hier, c'est rarement pour apprendre, malgré ce que l'on croit, mais souvent pour raviver la culpabilité ou les regrets. Et lorsqu'il court vers demain, ce n'est pas tant pour anticiper avec sagesse, mais pour nourrir nos inquiétudes, en imaginant 1000 scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Quelle ruse subtile de notre mental! Il nous fait croire qu'il nous protège, alors qu'il nous enferme souvent dans la souffrance. Le grand Michel de Montaigne, penseur majeur de la Renaissance au XVIe siècle, écrivit peu avant sa mort une phrase pleine de lucidité. « Ma vie a été remplie de malheurs, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Quelle vérité! Il est si difficile pour nous de demeurer dans l'instant présent. Le moment que nous vivons semble souvent étrange, inconfortable, comme si notre esprit cherchait en permanence à fuir vers le passé ou à courir vers l'avenir. C'est précisément là que la pleine conscience, et dans ce cas particulier, les enseignements de Lao Tse, nous rappellent ceci: la clé est dans le présent. Mais il ne suffit pas de répéter qu'il faut vivre l'instant. Encore faut-il comprendre ce que cela signifie vraiment. Avançons maintenant vers le XXe siècle et évoquons Albert Einstein. Bien sûr, il est connu comme l'un des plus grands physiciens de tous les temps, mais il fut aussi un métaphysicien profond. Il a été l'un des premiers à évoquer un ordre plus vaste de la réalité, quelque chose qui dépasse les anciens modèles que la physique utilisait alors. Avec l'émergence de la physique quantique, nous avons découvert que le comportement des particules élémentaires est radicalement différent
de celui des objets que nous voyons à notre gel, comme les engrenages d'une machine. Cela ne signifie pas que la physique classique soit fausse, mais qu'elle est incomplète. La physique moderne ne rejette pas ce qui précède, elle l'élargit. De la même manière, la pleine conscience ne nie pas ce que nous pensions ou percevions auparavant. Elle nous propose simplement de regarder au-delà. Elle suggère que notre manière de voir le monde, bien qu'elle ait pu nous être utile, est peut-être restreinte. Et si nous souhaitons ouvrir notre regard à de nouvelles possibilités, il est essentiel d'accepter d'explorer ce qui dépasse notre cadre habituel. C'est ce que l'on appelle un changement de paradigme. Ce mot, d'origine grecque, désigne une façon de percevoir la réalité. La pleine conscience nous invite à transformer cette manière de voir, non en rejetant l'ancienne, mais en l'élargissant, en accueillant l'idée que d'autres perspectives existent et qu'elles peuvent enrichir notre expérience. Entrons maintenant dans une partie plus technique. Le docteur Herbert Benson, cardiologue renommé de l'université Harvard et professeur à l'hôpital Beth Israel Deaconess, l'un des centres médicaux affiliés à cette prestigieuse université, s'est longtemps intéressé à un problème très courant, l'hypertension artérielle. Comme beaucoup le savent, cette condition est fréquente et, lorsqu'elle est bien surveillée, elle peut être contrôlée. Une alimentation pauvre en sel, un peu d'exercice, un poids raisonnable et une médication adaptée suffisent généralement. Mais le docteur Benson remarqua que bon nombre de ses patients connaissaient des pics de tension artérielle lors de situations stressantes, malgré leur traitement. Ces montées soudaines représentaient un vrai danger. Il se demanda alors, serait-il possible de ramener la pression artérielle à un niveau normal sans recourir systématiquement à des doses élevées de médicaments, souvent associés à des effets indésirables? La réponse traditionnelle de la médecine de l'époque était catégorique. Non, c'était irréalisable. Pourtant, on savait déjà que le stress active une branche du système nerveux appelée le système nerveux sympathique. Ce système est conçu pour préparer l'organisme à réagir face au danger. À l'intérieur de notre cerveau, au niveau des lobes temporaux, se trouvent deux structures appelées amygdales cérébrales, à ne pas confondre avec les amygdales de la gorge. Ces noyaux jouent le rôle de sentinelles. Dès qu'un danger est perçu, réel ou imaginaire, ils déclenchent une alerte. Quand ce mécanisme s'enclenche, l'amygdale active immédiatement le système nerveux sympathique, qui augmente entre autres la pression artérielle. Le docteur Benson s'est donc dit, si nous pouvions trouver un moyen de calmer cette suractivation, d'apaiser ce système de réponse automatique, cela changerait tout pour ces patients. Mais à l'époque, cette idée semblait totalement utopique pour le corps médical. À ce stade, il faut évoquer un chercheur suisse remarquable, Walter Rudolf Hess. Physiologiste de formation, il se consacra à la recherche et obtint le prix Nobel de médecine en 1949. Ce qu'il découvrit fut essentiel. Une région du cerveau appelée le diencéphale, et plus précisément une structure à l'intérieur de celui-ci, correspondant à la partie antérieure de l'hypothalamus. Or, ce noyau avait une fonction fascinante. Il pouvait induire un état de profonde détente, une réponse opposée à celle du système nerveux sympathique. En d'autres termes, il permettait au corps de se calmer, de relâcher les tensions. Ces recherches furent menées sur des chats, chez qui il avait pu observer cette réaction de relaxation. Mais à l'époque, il était impossible de savoir si ces résultats s'appliquaient aussi chez les humains. Bien entendu,
Nous possédons ces mêmes structures cérébrales. Mais la grande question restait, comment accéder à ce noyau? Comment l'activer pour provoquer cet effet apaisant, notamment dans des situations de stress où le corps entre habituellement en état d'alerte? Le docteur Benson, passionné par la santé cardiaque et déterminé à aider ses patients à retrouver un rythme plus serein, plus harmonieux, se lançait alors dans une quête exigeante. Il cherchait un moyen d'atteindre ce centre cérébral pour induire un état de calme. Mais la communauté médicale restait sceptique. On lui répétait que ce noyau était situé trop profondément dans le cerveau pour être influencé volontairement. Il semblait inaccessible, jusqu'au jour où, par une suite de hasards étonnants, le docteur Benson tomba sur un ouvrage qui mentionnait les capacités extraordinaires de certains membres de la communauté bouddhiste. Ces pratiquants semblaient capables d'exercer un contrôle sur leur corps que la science jugeait jusque-là impossible. Ils paraissaient savoir comment accéder à une région bien spécifique du cerveau, le noyau tropotrope de l'hypothalamus, responsable de l'induction des états de relaxation profonde. Intrigué, Benson décida de se rendre lui-même dans le nord de l'Inde, là où s'était réfugiée la communauté tibétaine, après avoir fui le Tibet en 1949, suite à l'invasion chinoise. C'est à Dharamsala, perché à plus de 2000 mètres d'altitude, qu'il commença à étudier les moines en pleine méditation. Ce qu'il découvrit fut stupéfiant. Ils avaient trouvé la voie. Ils savaient comment activer ce noyau spécifique. Pourtant, en apparence, ils ne faisaient rien d'extraordinaire. Ils restaient simplement immobiles, les yeux clos. Rien, extérieurement, ne laissait deviner la profondeur du processus intérieur. Fasciné, Benson décida d'approfondir ses recherches. Il fonda alors, au sein de l'université de Harvard, l'Institut Corps-Esprit, Mind-Body Medical Institute. Ce qu'il mit en lumière fut révolutionnaire. Certaines pratiques très anciennes, héritées des enseignements du Bouddha, avaient la capacité d'activer des zones précises du cerveau qui déclenchent une réponse de détente physiologique profonde. Mais attention, cette réponse ne s'enclenche pas simplement quand on se trouve sur une plage paradisiaque, allongé à l'ombre d'un cocotier. Dans un cadre aussi idyllique, le stress est naturellement faible. Le vrai défi, c'est d'atteindre cet état de calme dans des situations ordinaires ou même tendues, là où les tensions sont réelles. Et c'est précisément ce que ces pratiques millénaires permettent d'explorer. Lorsqu'une personne se trouve dans un état d'équilibre, mais que quelque chose commence à la perturber de plus en plus, elle résiste autant qu'elle peut. Mais si malgré ses efforts, elle n'arrive pas à surmonter l'obstacle, elle finit par entrer dans une phase d'épuisement. Et cette phase, bien connue en médecine, est extrêmement nuisible pour la santé. C'est à partir de cette constatation que le docteur Benson s'est dit « Si j'arrive à étudier en profondeur cette réponse physiologique, et si je découvre une méthode simple à enseigner à mes patients, n'oublions pas qu'il était cardiologue et voulait avant tout améliorer la santé cardiaque de ses malades, alors je pourrais en tirer un bénéfice réel. » Il fut ainsi le premier à entreprendre des mesures médicales concrètes sur des personnes en état méditatif, afin d'observer ce qui se passait réellement dans leur corps et dans leur cerveau. À ce stade, il est utile de parler du cerveau humain, une structure d'une complexité incroyable. Il compte environ 100 milliards de neurones et un nombre stupéfiant de connexions synaptiques, de l'ordre de 100 000 milliards. Parmi ces nombreuses composantes, il y a l'amygdale,
situé au niveau des tempes, qui joue un rôle essentiel dans la gestion des émotions et des situations de danger. Mais une autre région mérite aussi notre attention. L'hippocampe. Ce nom lui vient de sa forme, qui rappelle celle d'un hippocampe, un petit cheval marin. Nous vivons une époque de profonde mutation. Il ne s'agit pas simplement d'un monde en transition, mais d'un véritable changement de monde. Nous devons tous apprendre de nouvelles compétences, nous adapter aux technologies numériques, traiter des informations toujours plus rapidement. Or, ces fonctions cognitives dépendent largement du bon fonctionnement de l'hippocampe, une région clé pour la mémoire et l'apprentissage. Ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'une personne entre dans un état de calme intérieur, un état de paix profonde, non pas parce qu'elle fuit le bruit du monde extérieur, mais parce qu'elle apprend à s'éloigner du tumulte intérieur, de ce bavardage mental incessant, alors des transformations neurologiques se produisent. Vous savez, cette voix qui ressasse toute la journée un affront reçu le matin, qui rumine et prépare une riposte pendant des heures, c'est comme si nous devenions des ruminants psychiques. Eh bien, selon les recherches de la docteure Sarah Lazar du Massachusetts General Hospital, affilié lui aussi à Harvard, l'un des effets remarquables de la méditation est le suivant. Lorsque l'on parvient à ne plus se laisser entraîner par ce flux mental, non pas à le faire taire, car il continuera, c'est le propre de l'esprit humain, mais à ne plus y être prisonnier. Alors les hippocampes, ces centres de la mémoire et de l'apprentissage, commencent à croître. Leur volume augmente, ce qui reflète une amélioration de leur fonction. Voilà une découverte parmi les plus étonnantes de ces dernières décennies. Prenons un moment pour mesurer l'importance de tout cela. Le brouhaha mental, ce flot incessant de pensées, diminue considérablement notre capacité à apprendre, à assimiler des informations, à acquérir de nouvelles compétences. Pour comprendre cela, il a fallu le développement de technologies avancées comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, entre autres outils sophistiqués. Un autre pionnier dans ce domaine mérite d'être mentionné, le professeur Jon Kabat-Zinn. À une époque, ses travaux ont croisé ceux du docteur Herbert Benson. Kabat-Zinn, biologiste de formation, titulaire d'un doctorat en microbiologie du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, MIT, avait lui-même pratiqué pendant des années la pleine conscience. Cette discipline lui avait permis d'explorer des états de calme intérieur, de tranquillité, de stabilité émotionnelle. Il en avait constaté les effets positifs dans sa propre vie. Fort de cette expérience personnelle, il se dit qu'il devait absolument en faire bénéficier d'autres personnes, des patients souffrant de douleurs chroniques, de troubles anxieux, de difficultés psychologiques. Il se rendit alors à l'Université du Massachusetts, plus précisément au département des sciences du comportement, et formula une proposition simple mais ambitieuse. Je souhaite créer une clinique dédiée à la réduction du stress. Notre société est submergée par le stress. J'ai observé les bienfaits de cette pratique sur moi-même, et je suis convaincu qu'elle peut aider de nombreuses personnes. C'est ainsi que naquit une clinique entièrement dédiée à cette approche dans laquelle la pleine conscience fut appliquée comme outil thérapeutique. Le programme qu'ils mirent en place fut nommé MBSR, sigle de Mindfulness Based Stress Reduction, autrement dit, réduction du stress basée sur la pleine conscience. Cette méthode est aujourd'hui reconnue dans le monde entier pour son efficacité dans la gestion du stress, des douleurs et des états émotionnels difficiles. Mais de quoi s'agit-il exactement? En réalité, c'est quelque chose de très simple.
Imaginez, que se passe-t-il si l'on mélange du jaune avec du bleu? Vous voyez apparaître la couleur verte, n'est-ce pas? Et pourtant, dans ce vert, on ne distingue plus le jaune ni le bleu séparément, mais on sait qu'ils sont là, combinés. De la même manière, la douleur fait partie intégrante de l'expérience humaine. Perdre non être cher, comment cela ne ferait-il pas mal? Se faire voler sa voiture, perdre son emploi, bien sûr que cela fait souffrir. Et pourtant, combien de fois entend-on? Allons, ce n'est pas si grave. Facile à dire, jusqu'à ce que cela vous arrive. On pourrait dire que cette douleur naturelle est le jaune, mais à cela vient s'ajouter une autre couleur, le bleu. Ce bavardage mental incessant, cette voix intérieure qui ne s'arrête jamais et qui amplifie tout. Mais comme ce processus se déroule sous le seuil de notre conscience, nous ne nous rendons pas compte qu'il est en train de se produire. Et c'est là que tout change. On perd un emploi, et soudain on se sent inutile. On traverse un deuil, et l'on croit que sa vie n'a plus de sens. On subit un vol, et l'on se dit que le monde est mauvais. Vous voyez, c'est insidieux. Et comme cela se passe en arrière-plan, on ne comprend pas bien ce qui nous arrive. Ce que fait la pleine conscience, c'est séparer les couleurs. La douleur, elle, reste, elle fait partie de la vie. Mais la souffrance, elle, est fabriquée par l'esprit. Elle est une construction mentale. C'est une confusion des couches. Le professeur Joseph Breuer, lui aussi affilié à l'Université du Massachusetts, a mis en lumière un phénomène très intéressant lié à la pratique de la pleine conscience. Qui n'a jamais vécu cette situation? Vous êtes au volant, vous roulez, et soudain vous êtes arrivé à destination, sans vous souvenir précisément du trajet, comme si une autre partie de vous avait conduit la voiture à votre place. Étrange, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle être en mode pilote automatique. Des chercheurs ont identifié le réseau cérébral responsable de cela, le Default Mode Network, ou réseau en mode par défaut, une structure qui prend le relais quand notre attention consciente est relâchée. Mais ce mode automatique a deux grands inconvénients. Premièrement, il augmente fortement le risque d'erreur, voire d'accident. Et deuxièmement, il est étroitement lié à ce qu'on appelle « the wandering mind », l'esprit qui vagabonde. Et c'est justement cette errance mentale qui est l'une des grandes sources d'insatisfaction. Vous êtes en pleine conversation. Vous fixez la personne, mais votre tête est ailleurs. L'autre vous regarde, mais sent que vous n'êtes pas vraiment là. Elle ne sait pas où vous êtes parti, mais elle sent votre absence. Ce que les chercheurs appellent « the wandering mind », l'esprit qui vagabonde, est souvent résumé par cette phrase « A wandering mind is not a happy mind ». Autrement dit, un esprit distrait est un esprit malheureux. Et c'est là que la pratique de la pleine conscience prend tout son sens. Elle agit directement sur ce circuit cérébral. Elle en modifie le fonctionnement. Prenons un exemple concret. Nous mangeons souvent de manière automatique. Ce n'est pas vraiment le corps qui mange, mais l'esprit. C'est comme si la fourchette ou la cuillère agissaient d'elles-mêmes. On est à peine en train d'avaler une bouchée que déjà l'ustensile se précipite vers la suivante. Et puis, une fois le repas terminé, on se dit « J'ai trop mangé. Oui, mais ce n'est pas la première fois, ni la dernière. » Parce que l'on mange en pilote automatique. Ce mode de fonctionnement est d'ailleurs l'une des causes possibles du surpoids et aussi de l'anxiété croissante. Ce que le professeur Joseph Breuer a mis en évidence, grâce à des expériences particulièrement fines, c'est que lorsque nous nous ouvrons à un espace de calme, de silence intérieur, de tranquillité véritable, nous commençons à perturber ce circuit automatique.
Et c'est une excellente nouvelle, car ce circuit, quand il est actif, interfère lui-même avec un autre système essentiel, la réseau exécutif central. Ce second circuit est celui qui nous permet de nous concentrer, de rester attentifs, de comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est lui qui nous aide à véritablement écouter ce qu'on nous dit, à décrypter un problème, à apprendre, à être présent. Or, si le cerveau fonctionne sur le mode automatique, alors nous ne percevons qu'une infime partie de l'information. On croit être attentif, mais en réalité, on ne capte que des fragments. L'une des grandes découvertes de Breuer, c'est que la pleine conscience nous permet précisément cela. Réactiver les bons circuits et mettre en veille ceux qui nous égarent. Cela transforme peu à peu notre manière de voir les choses. On commence à s'observer avec plus de bienveillance, avec une compréhension plus profonde de soi-même. Et, par extension, notre regard sur les autres change aussi. On devient plus indulgent, plus doux. On comprend que bien souvent, l'irritation nous pousse à nous heurter les uns aux autres, mais qu'en réalité, dans la majorité des cas, derrière ces tensions, il n'y a pas un désir de nuire. Il y a plutôt de la souffrance mal exprimée, des blessures qui cherchent à être reconnues. Une autre découverte fascinante, mise en évidence grâce à l'électroencéphalographie, dans le cadre de la pratique de la pleine conscience, concerne le fonctionnement de nos deux hémisphères cérébraux. Imaginez une noix ou un corail marin. Leur apparence évoque étrangement celle du cerveau humain. Lorsque l'on ouvre une noix, on découvre deux moitiés distinctes, plissées et symétriques. Eh bien, notre cerveau fonctionne de manière similaire. Il est divisé en deux hémisphères, gauche et droit. En 1981, le professeur Roger Walcott Sperry, travaillant au California Institute of Technology, à Pasadena, fit une découverte majeure. Il montra que les deux hémisphères ne se contentaient pas de partager le travail. Chacun d'eux possède en réalité une manière propre de traiter l'information. Par exemple, si vous bougez le bras droit, c'est votre hémisphère gauche qui envoie les commandes. Inversement, si une personne subit une hémorragie cérébrale dans l'hémisphère gauche, elle aura des difficultés motrices du côté droit du corps, et vice-versa. Cela, les médecins le savaient déjà. Ce que Sperry démontra, c'est que chaque hémisphère a, en quelque sorte, sa propre conscience, son mode de fonctionnement spécifique. L'hémisphère gauche est spécialisé dans l'analyse, la logique, l'organisation, le calcul, le langage, la structuration du discours. C'est lui qui permet de classer, d'ordonner, d'expliquer. L'hémisphère droit, lui, est tourné vers l'intuition, l'imagination, la créativité. C'est lui qui nous aide à prendre du recul, à percevoir l'ensemble, à nous relier à l'incertitude, à faire face à ce qui est flou ou inconnu. Il nous permet aussi d'entrer en relation avec les autres d'une manière plus ouverte, plus émotionnelle. Ces deux hémisphères ne sont pas faits pour s'opposer, mais pour collaborer. Tout comme l'homme et la femme sont appelés, dans leur complémentarité, à se grandir mutuellement. Le problème, c'est que lorsque nous sommes soumis au stress, nos deux hémisphères cérébraux cessent presque complètement de communiquer. Vous imaginez facilement les conséquences. Une personne naturellement analytique devient, sous pression, encore plus rigide, encore plus enfermée dans ses raisonnements. À l'inverse, quelqu'un de tempérament imaginatif, en situation de stress, devient comme un ballon d'hélium. Il s'élève, il flotte, il perd l'ancrage. L'hémisphère gauche lui dit « Redescends » et l'hémisphère droit lui répond « Pourquoi faire ? D'ici haut, tout semble plus clair. » C'est là que la pleine conscience
joue un rôle essentiel. Elle aide Zaid à rétablir la communication entre les deux hémisphères. Lorsque le docteur Benson a commencé à enseigner à ses patients ce qu'il appelait la technique de relaxation, une forme de méditation en pleine conscience, son objectif était purement thérapeutique, lié à la santé physique. Mais avec le temps, plusieurs patients sont revenus le voir, bien portants, pour lui dire « Docteur Benson, il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Je suis devenu plus créatif. » Intrigué, il décida d'étudier l'impact de cette réponse de relaxation sur le processus créatif. Aujourd'hui, nous savons pourquoi. Grâce à l'électroencéphalographie de haute précision, les chercheurs ont observé que les personnes très stressées présentent dans l'hémisphère gauche un rythme cérébral rapide appelé onde bêta élevée, signe d'un mental agité. Dans le même temps, l'hémisphère droit émet des ondes de type alpha, plus lentes. Mais lorsqu'une personne entre dans un état de calme et de sérénité, les ondes bêta ralentissent, les ondes alpha se diffusent, et de vastes groupes de neurones situés dans les deux hémisphères commencent à travailler ensemble. C'est ainsi que les patients ont commencé à dire qu'ils se sentaient plus inventifs, plus ouverts, avec une perception plus globale des situations. Les ondes cérébrales sont devenues une clé essentielle pour comprendre ce phénomène. Pour vous donner une idée générale, on distingue principalement 3 types d'ondes, en plus des ondes bêta, les ondes alpha, θ et delta. Les ondes alpha sont les plus fréquentes pendant les états méditatifs. Ce sont des ondes lentes et larges, qui correspondent à un état d'éveil calme et dans lequel le cerveau est particulièrement réceptif et créatif. C'est dans cet état que surgissent des idées nouvelles, que l'on commence à voir les choses sous un jour différent. Les ondes θ, produites par l'hippocampe, sont associées à la remémoration d'événements passés. Elles permettent de revivre, sous une conscience mature, des expériences anciennes que l'on n'avait pas su traiter sur le moment. Elles facilitent une forme d'intégration émotionnelle et cognitive du passé. Enfin, les ondes delta, bien plus rares et difficiles à détecter, car elles peuvent être confondues avec les signaux musculaires du cou, sont générées par certaines personnes très entraînées. Ces ondes sont liées à des capacités profondes de régénération et de guérison au sein de l'organisme. Permettez-moi d'utiliser une métaphore. Notre esprit ressemble souvent à un océan agité, dont la surface est battue par de grandes vagues, puissantes, imprévisibles, parfois même violentes. Et bien sûr, cette agitation intérieure a un impact direct sur notre vie. Elle affecte notre santé, provoque des tensions, fait grimper le cholestérol, les lipides, la glycémie, le taux de cortisol. Bref, cela déclenche tout un déséquilibre dans notre organisme. Mais lorsque l'on commence à se calmer, à se recentrer, c'est comme si l'on quittait peu à peu la surface turbulente de cet océan. On plonge légèrement en dessous. On est toujours dans l'eau, certes, mais à une profondeur où l'on perçoit encore les vagues d'en haut, sans en être bousculé. Elles ne nous malmènent plus comme avant. Combien de fois cela nous est-il arrivé? On se trouve dans une mer agitée, une vague énorme approche, et au lieu de lui résister de front, en mode « personne ne me fait plier », on choisit de plonger et de la laisser passer au-dessus. C'est exactement ce que permet la pratique du mindfulness. Les vagues, c'est-à-dire les pensées, continuent d'exister, bien sûr, car l'esprit ne cesse jamais de produire du contenu. Mais peu à peu, elles cessent de nous emporter. On les observe à distance, et plus on avance dans la pratique, plus on plonge profondément, jusqu'à atteindre un espace intérieur étonnant, comparable au fond marin, peuplé de coraux
et de poisson. C'est le fond de notre esprit, et dans cette profondeur, on découvre des choses inattendues. D'abord, des ressources insoupçonnées, des capacités que l'on ignorait posséder. C'est pour cela que la confiance en soi s'améliore, que la joie, la motivation et l'enthousiasme réapparaissent. Mais l'on découvre aussi des zones plus sombres, des éléments intérieurs qui nous impactaient négativement sans que nous en ayons conscience. Par exemple, on réalise parfois à quel point on est centré sur soi-même. Ce ne sont pas des vérités faciles à regarder, mais le simple fait de les voir permet déjà de commencer à les transformer. Ce que l'on ne voit pas, on ne peut pas le changer. Mais ce que l'on regarde en face, avec sincérité, on peut le libérer. Et ce processus ne se produit pas de manière intellectuelle, comme si l'on descendait dans les profondeurs de soi en se disant « Voyons, voyons, que vais-je trouver là-dessous ?» Non, cela ne se passe pas comme ça. Ce sont des choses qui émergent soudainement, comme une évidence, et c'est important de bien le comprendre. La pleine conscience ne cherche pas à changer qui que ce soit. Ce n'est pas une méthode de transformation imposée. C'est une voie, un chemin intérieur qui t'invite à te reconnecter à ton identité profonde, à qui tu es vraiment. Je vais maintenant expliquer un peu plus concrètement la pratique elle-même, pour que ce soit clair et accessible. Alors, en quoi consiste cet espace de sérénité? Eh bien, étonnamment, il repose sur quelque chose de très simple, et pourtant d'une grande puissance. Il s'agit tout simplement d'entraîner un muscle, et pas n'importe lequel, le muscle le plus important de l'être humain. Ce n'est ni le biceps, ni le triceps, ni le quadriceps, ni l'anconé, ni le solaire. Non, c'est le muscle de l'attention. Concrètement, cela signifie que tu prends une posture assise ou allongée, avec le dos bien droit, et tu portes ton attention, simplement, sur ta respiration. Pourquoi la respiration? Parce qu'elle est toujours là, ici, maintenant. C'est un ancrage naturel, une référence stable pour exercer ton attention. Alors, que se passe-t-il? Un moment après, une pensée surgit. Peut-être te dis-tu, qu'est-ce que qu'on mange ce soir? Est-ce qu'il y aura des poivrons farcis à la morue? Tu vois de quoi je parle. Ce genre de pensée va surgir, c'est inévitable. Le problème, ce n'est pas d'avoir des pensées. Le problème, c'est quand le poivron te capture, quand tu te laisses embarquer. Et là, soudain, tu te vois déjà à table, en train de manger, complètement happé par l'image. Il y a des gens qui disent « Moi, je n'arrive pas à arrêter mes pensées, mais personne ne le peut. » Le but n'est pas d'arrêter de penser. Le but, c'est de ne pas se faire happer par les pensées, apprendre à les observer sans se perdre en elles. Et là, tu prends conscience. Tu te dis « Ah, ce poivron avait l'air délicieux. » Puis tu attends un instant et tu ramènes doucement ton attention à la respiration. Voilà, c'est ça, l'exercice de la pleine conscience. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce processus? Ce qui se passe, c'est que l'esprit, habituellement agité, commence naturellement à se calmer. Et quand l'esprit se calme, toi aussi, tu commences à te sentir mieux. Car ce qui trouble vraiment l'être humain, ce n'est pas ce qui lui arrive, c'est sa propre agitation mentale. La pleine conscience, dont le sens littéral est « esprit pleinement présent », ne cherche rien de spectaculaire. Elle t'entraîne simplement à reprendre la maîtrise de ton attention, dans un monde où tout est conçu pour te distraire. Aujourd'hui, on croit que le multitâche est normal. Pourtant, aucune étude scientifique sérieuse n'a jamais montré que le cerveau humain est fait pour faire plusieurs choses en même temps. Ce que cela provoque, au contraire, c'est une fragmentation de l'attention. Alors, tu commences à créer un petit espace dans ta journée. Peut-être 5
10 minutes le matin. Tu te dis « Je vais m'asseoir calmement ». Tu mets une alarme douce, une musique légère, et pendant ces minutes, tu observes simplement ta respiration. Et là, bien sûr, une pensée surgit. Qu'est-ce que je vais prendre au petit déjeuner? Mais tu ne te fâches pas. Non. Tu réagis comme avec un petit animal de compagnie. Tu ne vas pas l'étrangler parce qu'il n'a pas encore appris. Tu le ramènes avec fermeté mais avec douceur. Tu reviens ici, dans le moment présent. Et si la pensée revient, tu fais la même chose. Avec paix, avec constance, tu ramènes l'attention. Et ce qui se passe, petit à petit, c'est que l'esprit commence à se poser. Le tumulte diminue. Ta réactivité s'atténue. Et un nouvel espace émerge. Celui de la réponse consciente. Car nous sommes des êtres très réactifs. Tu demandes à quelqu'un « Comment tu vas ?» Et il te répond « Pourquoi ?» Et toi, surpris, tu réponds « Non, je voulais juste prendre de tes nouvelles. » Cette réactivité, ce réflexe de défense, est le fruit direct d'un esprit agité qui ressasse sans fin. Mais avec la pratique, cette réactivité se calme. Et ce que tu gagnes, c'est une vitalité nouvelle, une tranquillité plus profonde, une énergie plus claire, et même plus de compassion. C'est cela que ces chercheurs de l'esprit humain ont fini par découvrir. Tout simplement, il est possible de vivre autrement. Mais pour cela, il faut comprendre une chose essentielle. Notre véritable problème n'est pas le manque de temps. Je sais que beaucoup pensent que le contraire, mais ce n'est pas vrai. Le manque de temps est souvent une excuse, car lorsqu'on prend conscience de l'importance de ce temps pour soi, on le trouve. Et je voudrais particulièrement m'adresser ici aux femmes. À vous, mesdames, qui bien souvent, par conditionnement social, pensez que vous consacrer du temps serait un acte d'égoïsme, comme si vous deviez toujours vous sacrifier pour les autres. Je pense, au contraire, qu'il est fondamental que vous appreniez à prendre soin de vous-même. Écoutez bien ceci. Personne ne peut, sur la durée, prendre soin des autres s'il ne prend pas soin de lui-même. C'est une vérité simple, mais profonde. Ce que je vous propose, ce n'est pas de croire aveuglément ce que je dis, mais simplement d'explorer, de tester par vous-même. Vérifiez si, en vous offrant ces espaces de présence et de calme, vous ne vous sentez pas un peu mieux. Les hôpitaux les plus avancés du monde intègrent aujourd'hui pleinement cette pratique. Dans la Silicon Valley, de nombreuses entreprises innovantes l'appliquent déjà. Ce n'est pas une mode, c'est un changement de regard sur la vie. Une autre manière d'être, même au cœur de la tempête, avec une paix intérieure, une joie légère, un enthousiasme discret mais puissant. Parce que tant que nous nous laissons entraîner par ce pilote automatique qui nous pousse à courir sans cesse, la langue pendante, il devient très difficile d'expérimenter tout cela. Alors, tout simplement, je vous encourage de tout cœur à essayer, à explorer, à chercher. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous transmettre. Et je voudrais terminer avec une phrase d'Albert Camus, grand philosophe et écrivain français, lauréat du prix Nobel de littérature en 1957. Il disait « Au cœur de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. C'est cela qu'il faut retenir. En chacun de nous existe un être invincible, et ce n'est pas un appel à l'arrogance ni à la vanité. C'est la reconnaissance humble et profonde que personne ici n'a été appelé à la médiocrité. Nous avons tous, en nous, un potentiel de grandeur. Mais pour pouvoir entendre ce merveilleux Stradivarius jouer au sein de l'orchestre de notre vie, encore faut-il apprendre à faire taire un peu les cymbales.